Donc je tiens, comme tout le monde, mais peut-être avec un peu plus d'émotion, parce que les archivistes ne sont pas toujours conviés par les usagers des archives, on va dire. Donc je tiens à remercier le comité d'organisation d'avoir accepté la proposition de présenter les fonds des archives nationales. Je vous remercie en mon nom, mais aussi au nom des collègues que je vais représenter. Donc effectivement, certains d'entre vous, je pense, ne connaissent pas les archives nationales. D'autres sont de grands passionnés de nos salles de lecture. Donc je vais quand même présenter rapidement les archives nationales avant d'essayer de proposer quelques sources que nous pensons inédites et de présenter aussi des outils pour localiser ces sources. Comme effectivement l'a dit Pierre Cernat, dans les sources, surtout les sources administratives, on parle des gens qui ont un statut juridique, un statut administratif. Le statut des femmes est tellement fluctuant, effectivement, comme on l'a déjà vu, entre ce qui a été possible au moment de la Révolution et l'arrivée du Code civil napoléonien. Mais j'espère quand même qu'à la fin de cette présentation, vous verrez que les femmes sont à peu près partout, alors qu'on pense qu'elles sont nulle part, et parfois même dans des professions dans lesquelles on ne les attend pas. Les archives nationales sont une création de la Révolution, nous en sommes toujours très fiers. Le premier texte date effectivement de septembre 1790. Donc notre institution en fait est créée pour conserver les archives de l'Assemblée. L'idée qui sous-tend cette création, c'est de garder la mémoire des travaux, de garder tous les travaux les travaux de l'Assemblée sont là pour donner une constitution au pays, au nouveau pays, une nouvelle constitution. Donc il est absolument indispensable de conserver la mémoire de tous ces travaux et d'en faire effectivement des archives avec, on dirait, une utilité administrative, mais on a un début d'activité, de conscience, on dirait, mémorielle. Donc les premiers responsables des archives seront des conventionnels, Armand Gaston, Camus et Donou, qui vont créer un cadre de classement que nous utilisons toujours. Un cadre de classement qui, selon on va dire le côté scientifique, l'aspect scientifique de l'époque est un classement qui suit les lettres de l'alphabet. On ne parle pas de bibliothèque et de classification d'Ewey, on n'en est pas là. Nous utilisons dans la profession des archivistes les concepts et les notions de contexte de production des documents, mais aussi d'historique de la conservation. Et ces notions sont très importantes dans les archives de la Révolution parce que, en fait, tout ce qui a été produit par les comités révolutionnaires des assemblées jusqu'à la Convention, en fait, ont été dispersés dans nos séries de cadres de classement uniquement avec le fil conducteur, c'est l'utilité administrative de ces documents produits. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les institutions ou l'administration s'est complexifiée, ces documents sont passés de bureau en bureau, de bâtiment en bâtiment, et sont arrivés aux archives nationales à des moments différents de l'histoire, même si effectivement créés au même moment. Oui, moi aussi j'oublie de commenter les diapositives, donc effectivement, nos missions actuelles qui sont données par le Code du patrimoine, c'est de classer, d'inventorier, de conserver, de mettre à disposition et de valoriser les archives depuis le Moyen-Âge, avec effectivement l'exception des archives du ministère de la Défense et du ministère des Affaires étrangères et du ministère des Finances. Non,
je voulais effectivement mettre le focus sur quelques sources, et notamment celle qui semble effectivement la plus évidente quand on parle de patrimoine, si on en reprend le féminin de patrimoine, c'est les archives notariales qui sont conservées aux archives nationales, qui sont celles du minutier central des notaires parisiens. C'est une entrée aux archives nationales assez récente, parce qu'elle date de 1928, avec une loi qui prévoyait que effectivement les notaires, qui sont quand même des officiers publics, versent en fait leurs minutes et leur répertoire dans un service public d'archives. Les notaires parisiens sont en fait les héritiers directs des notaires d'Ancien Régime, qui avaient un statut un petit peu particulier parce qu'il n'y avait pas de limite territoriale, de circonscription territoriale d'exercice. Donc ce sont des fonds effectivement très divers, même sur le plan géographique. Actuellement, les archives, le minutier central des notaires parisiens compte quand même quelques 26 km d'archives conservées sur le site de Paris des Archives nationales. Au XIXe siècle, en fait, le recours au notaire est quelque chose de très commun, très quotidien. Tout le monde va voir un notaire pour des choses très très diverses et variées. Il ne s'agit pas absolument d'établir des actes notariés. Donc là, vous avez quand même mes collègues du ministère central m'ont transmis cette typologie, on va dire, des grands actes notariés, cette grande typologie qu'ils ont trouvée dans les fonds depuis le temps qu'ils les étudient, et effectivement doit être porté à votre attention le fait que, par exemple, l'inventaire après décès peut concerner de tout petits commerçants des milieux modestes. Un inventaire après décès, ce n'est pas forcément une très grande bibliothèque, ce n'est pas forcément un très grand mobilier. Il y a des actes notariés, effectivement, pour toutes les catégories sociales, ou presque. Et on fait des actes notariés, enfin, on passe devant le notaire pour des choses vraiment très variées. Donc là, on vous a mis des exemples types d'actes notariés avec un testament en faveur d'une enfant naturelle, où effectivement c'est écrit en clair, et vous avez effectivement un acte de vente qui est là, mais c'est un acte de vente successif à un divorce en l'an 2. Donc il y a quand même des donc on retrouve un état civil. Les états civils de femmes sont à retrouver parmi des actes qui sont effectivement demandés par des hommes. Mais de la même façon, on trouve dans les archives notariales des papiers personnels. Bon, là, ça ne concerne pas une femme, mais en fait, dans les papiers de la famille d'Aguesseau, qui est conservé au minutier central des notaires, au milieu des testaments de l'épouse d'Henri d'Aguesseau, il y a sa carte de sécurité que la famille a confiée au notaire. On pourrait peut-être dire que les notaires du 19e étaient le coffre-fort de certaines familles pour mettre en sécurité les papiers vraiment importants de la famille et pas que du patrimoine. Au-delà, donc, à côté plutôt des archives notariales, on voulait mettre aussi l'accent sur des sources d'archives de différentes thématiques. Alors, on a pris peut-être l'intitulé un peu généraliste de surveillance, mais c'est des surveillances au sens très très large. Dans la sous-série F7 qui s'intitule Police générale, police au sens effectivement de police de surveillance et de maintien de l'état public, vous avez toute la série des dossiers de radiation des immigrés, puisque effectivement la mise en œuvre de la législation sur la radiation et la restitution des biens a été confiée au ministère de l'Intérieur. Donc vous avez une série de dossiers nominatifs très précis
Certains font jusqu'à 22 pièces pour savoir qui est radié, comment il va être radié, et parfois quel bien cet ancien immigré va pouvoir restituer. Et dans une autre série qui est elle-même issue du ministère de l'Intérieur, qui sont les brevets d'imprimeurs et de libraires, vous avez les dossiers d'autorisation en fait, d'exercer les métiers d'imprimeur et de libraire. Et c'est un métier, en fait, on verra peut-être un petit peu après, qui est très féminisé, malgré ce qu'on pourrait penser de la dureté du travail. L'autre... voilà. Là, je voulais vous mettre effectivement dans notre site internet, effectivement, l'accès aux sources des dossiers de radiation. Avec un exemple, effectivement, donc là c'est dans ces dossiers, les femmes parlent en leur nom. On les identifie parce qu'effectivement, elles mettent leur prénom. Dans un ordre certain, et en fait on aura effectivement, elles peuvent parler en leur nom propre. Avec là les pièces du dossier qui effectivement vous montrent que cette procédure de radiation va aboutir à son terme, mais c'est un dialogue entre les sections de Paris et les sections de Grenoble, puisque cette personne avait élu domicile à Grenoble au retour des migrations. Voilà. Donc les dossiers de brevets d'imprimeurs qui sont classés par département et ensuite par nom de bénéficiaires de ce brevet, où il y a effectivement beaucoup de femmes qui agissent en leur nom propre ou qui demandent le renouvellement du brevet en héritage de leur mari. L'autre thème sur lequel on voulait faire un focus, c'est le domaine de la justice, et notamment avec le très grand fonds du tribunal révolutionnaire, qui est chez nous dans la sous-série W, qui est un peu particulier. Le traitement archivistique a été un peu particulier et a un peu détruit la logique des dossiers. Et donc, en fait, il y a 3 grandes parties dans cette série. Et vous pouvez retrouver, pour rester sur Olympe de Gouges, on peut retrouver le dossier d'Olympe de Gouges dans les 2 premières parties, il y a ou de Charlotte Corday. Il y a des pièces dans les papiers du parquet, il y a des pièces dans le papier du greffe. Donc là, ce sont effectivement les archivistes qui ont un petit peu reclassé derrière, on va dire, la production du document. Donc vous avez là, voilà, on va rester dans les guest stars, l'acte d'accusation de Marie-Antoinette. Les femmes, en fait, dans cette sous-série W, sont aussi ont la parole, et notamment dans les interrogatoires, alors que ce soit des interrogatoires d'instruction ou des interrogatoires de comparution, et on leur donne la parole et on retranscrit cette parole. Donc là, par exemple, on a des demandes. Quels sont les crimes qu'ils lui reprochent, et la réponse que fait l'accusé, c'est la désolation de la France, la guerre qu'il a allumée dans tout le royaume. Donc on retranscrit, les greffiers retranscrivent effectivement les déclarations des accusés devant le comité révolutionnaire. Je voulais quand même vous montrer quelques outils pour accéder à ces documents, quand même, parce que je vous les montre et vous avez peut-être envie de les voir. Donc il y a dans un premier temps l'outil générique, on va dire général, qui est la salle des inventaires virtuels, la salle de lecture virtuelle des Archives nationales, où vous avez à la fois les fiches d'aide à la recherche, comme celle-ci, pour rechercher un émigré de la Révolution, qui va vous présenter effectivement toutes ces fameuses sous-séries dans lesquelles il va falloir aller piocher
pour reconstituer l'itinéraire d'un émigré, de sa déclaration, de son inscription sur la liste jusqu'à la restitution de ses biens. Et vous avez ensuite effectivement la quasi-intégralité, on va dire, des inventaires, des instruments de recherche qui ont été réalisés par des générations d'archivistes depuis le XIXe siècle. Et la pratique archivistique a beaucoup évolué, donc on ne va pas forcément trouver, même dans les séries de dossiers nominatifs comme dans les séries W, vraiment d'inventaire nominatif au nom de la personne concernée. Mais surtout, voilà, il faut le dire, hein, au XIXe siècle et une bonne partie du XXe, le métier était très masculin. Donc la notion de genre, la notion de sexe n'apparaît pas. Donc ce n'est pas un critère dans les descriptions, ce n'est pas écrit en clair dans les descriptions. Donc si vous venez pour la première fois dans la salle de lecture virtuelle, je vous déconseille fortement la recherche plein texte, parce que vous n'aurez pas forcément le nom que vous trouvez, vous n'aurez pas forcément effectivement la qualification de genre que vous cherchez. Il vaut beaucoup mieux suivre la logique archivistique qui vous est décrite dans les fiches d'aide à la recherche. Si vous venez pour la première fois, effectivement, il faut plutôt suivre la logique archivistique et vous laisser guider par les fiches d'aide à la recherche, ou si vous venez en salle de lecture, par les conseils des archivistes qui vous reçoivent. Il y a quand même donc des outils qui ont été faits de façon plus nominative et plus précise, mais certains ne pourront jamais être dématérialisés. Vous avez à gauche la photo d'une fiche du fichier, ce qu'on appelle le fichier Révolution Empire des actes notariés. Donc des collègues, pendant des années au moins, ont dépouillé systématiquement 20 études notariales, ce qui représente quand même 720 000 actes, et en ont fait un fichier nominatif. Il y a une fiche au nom de chaque contractant. Donc je vous laisse multiplier par le nombre de fiches, et qui donne, alors la photo n'est pas bonne, mais qui donne une entrée par nom, qui donne effectivement le type d'acte, et qui indique l'étude notariale, ce qui permet ensuite, sur la droite, dans la salle des inventaires virtuels, vous avez ce qui est encadré, vous avez effectivement la cote d'archives à commander pour aller consulter cet acte de vente d'un commerce de pâtisserie. Donc c'est une veuve, hein, effectivement, qui vend l'ancien commerce de son mari. Là, je vous ai mis effectivement dans le répertoire du notaire, je vous ai mis le résumé effectivement de cet acte de vente, mais qui est effectivement beaucoup moins détaillé que ce qu'ont fait les collègues dans ces fichiers. Notamment, il n'y a pas le nom de jeune fille de la veuve. Il y a son nom d'épouse, mais pas son nom ni son prénom. Je vais terminer par un outil assez récent qui s'adresse peut-être plus à ceux qui ont l'habitude de manipuler des données et qui sont dans des recherches statistiques ou des prosopographies avec des données assez volumineuses, assez nombreuses. Pour pallier ce que je vous disais des inventaires de nos prédécesseurs qui sont très peu détaillés, notamment par manque d'indication de genre ou de sexe, des collègues ont repris ces inventaires, donc moi je les appellerai effectivement nos archivistes 2.0, parce qu'ils sont vraiment, ils manipulent tous les outils du web sémantique vraiment de façon magistrale, et ils ont effectivement développé des outils pour, à partir des inventaires, pouvoir qualifier le sexe des noms indiqués en fonction des métiers, par exemple,
S'il y aura gantière indiquée dans le métier, effectivement, dans la base de données, on aura la qualification femme et parfois certains prénoms qui sont uniquement féminins qui vont permettre effectivement de qualifier et de pouvoir de lever les équivoques. Donc toutes ces données produites par nos collègues sont versées sur une plateforme du ministère de la Culture. Et je vous ai mis de petites captures d'écran. Donc les émigrés dont je vous ai montré tout à l'heure comment ça se présentait dans la salle de lecture virtuelle, en fait il y a le résultat de tous les tableaux de dépouillement avec effectivement où on peut trier, la diapo est pas assez grande, on peut trier par département, par genre, et on peut effectivement finir par avoir des corpus très précis, et on peut exporter ces données en format tabulaire, en format CSV, pour après se les approprier, les chercheurs qui veulent vraiment s'approprier sans avoir eu, eux, à dépouiller tous les cartons. Et voilà, de la même façon, vous voyez, j'ai fait vous avez 706 032 femmes sur l'ensemble du corpus des immigrés, sur 36 000. Quand même, il y a quand même un minimum de femmes qui ont fait les dossiers, les fameuses demandes à leur nom. Donc il y a quand même cette possibilité de récupérer des données de façon un peu plus simple, je dirais. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à la personne suivante. Merci.